Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, nous vous proposons de sillonner le Bas-Rhin, au nord de l'Alsace. Un pays où les gens sont fiers de leur terroir, de leurs traditions et de leur culture. Votre visite commencera par le pays du Mont-Saint-Odile, un territoire viticole au paysage de toute beauté. Un paysage particulièrement joli quand il fait beau. Comme il fait toujours beau, on en profite tout le temps. Puis nous vous emmènerons à la découverte des richesses de la grande plaine d'Alsace. Vous aurez la chance de visiter Sélestat, une ville au patrimoine bâti exceptionnel. Regarde, tous ces efforts sont récompensés là, enfin. T'as vraiment tout, Sélestat. Je confirme, ça vaut vraiment le coup. Enfin, nous partirons au cœur du parc naturel des Vosges du Nord, qui présente une concentration importante de ruines médiévales. Quand on est arrivé, tout ça était complètement sous terre. Il a fallu plusieurs années. Ce voyage, c'est bien sûr en compagnie d'authentiques Alsaciens que nous allons l'entreprendre. Grâce à eux, vous allez plonger dans une Alsace parfois inattendue. Pour commencer votre balade dans le Bas-Rhin, nous vous proposons de vous faire découvrir le pays du Mont-Saint-Odile. Entre ces plaines et ces montagnes, vous tomberez forcément sous le charme de Börsch. Ce charmant village alsacien est situé seulement à 2 pas de Strasbourg. Pour nous guider dans cette petite ville médiévale typique du Piémont alsacien, nous allons suivre les pas de Christian. Enseignant à la retraite, ce baroudeur est profondément attaché à sa région. Je voyage pas mal, j'ai vu beaucoup de régions, beaucoup d'autres pays étrangers. Et on dit toujours, c'est bien de voyager. Mais moi, je trouve que c'est bien de revenir. Et quand je reviens ici, je suis presque plus heureux que quand je pars. Suivons Christian à la découverte d'une des plus jolies villes de la route des vins. C'est à l'une des 3 entrées de la cité qu'il a donné rendez-vous à Jean-Marie. Cet historien passionné est intarissable au sujet de Börsch et de son histoire. Cette porte haute, c'est une véritable porte d'entrée vers le centre-ville. Oui, c'est une des 3 tours-portes de la cité. Il y avait une 4e tour qui ne permettait pas ni d'entrer ni de sortir. Le village de Börsch a été fortifié au XIVe siècle à la demande de l'évêque de Strasbourg. Cette tour est un vestige de l'époque médiévale. Cette porte est une miraculée puisqu'elle a failli être détruite au XIXe siècle. La tour était arasée et il ne restait que la partie basse de la porte. Pendant 100 ans à peu près, on n'a pas su quoi faire de ce monument et finalement on a décidé au début du XXe siècle de recoiffer la porte avec la tour qu'on voit ici. Et on en a profité pour peindre cette fresque représentant Saint Médard, le patron de Börsch. Börsch est la seule paroisse alsacienne à honorer Médard. Saint-Médard. On va la visiter, cette ville, on y va? Mais volontiers, Allez, avec plaisir. Allez, je te suis. Loin du flot de touristes, la petite ville de Börsch vaut le détour. Dans ces ruelles, nombreuses sont les maisons à colombage. Parmi elles, une en particulier mérite vraiment le coup d'œil. Tu vois, Christian, voici une maison qui est une des plus belles de Börsch.
une des plus anciennes aussi. Elle est d'ailleurs classée au monument historique. C'est la maison typique du viticulteur alsacien. Mais comment on reconnaît que c'est une maison de vigneron? Nous avons un emblème de métier. En haut, nous avons l'emblème du tonnelier. D'accord. Avec le maillet, le compas. Ouais. Donc ici habitait un tonnelier. Il faut savoir que la richesse de Birch, c'était au Moyen-Âge et jusque, disons, au XIXe siècle, c'était la vigne. Il y avait à peu près 200 hectares de vignes, 4 fois plus que maintenant. Donc il fallait des tonneliers et c'était un métier noble. Si cette vieille bâtisse âgée de 500 ans a fière allure aujourd'hui, c'est grâce au talent de Jean-Pierre, le propriétaire des lieux. Salut Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Ça va les jeunes? Dis donc Jean-Pierre, tu habites une maison magnifique, c'est toi qui as refait tout ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, ça t'a pris combien de temps? Oh, une petite vingtaine d'années. Ah quand même? Ah oui. Je te voyais pas aussi. L'intérieur et l'extérieur. Allez, salut Christian. Salut Jean-Pierre. Et bonne journée à tous. Hein. J'ai du boulot au jardin, moi. Vas-y, vas-y. Salut, merci. Laissons Jean-Pierre vaquer à ses occupations et dirigeons-nous un peu plus loin sur la place de l'Hôtel de Ville. Ici se trouve un puits remarquable de style Renaissance, construit pourtant au XVIIe siècle. Alors voici un autre joyau architectural de cette place de l'Hôtel de Ville. Le fameux puits à 6 seaux. Voilà, le fameux puits à 6 seaux. J'ai dit 6 seaux, mais je n'en vois que 3. Voilà, bon, on a 3 poulies qui sont dédoublées et donc D'accord. on À aura chaque roue, il y a à 2 chaque seaux. roue, il y a 2 seaux, donc un puits à 6 seaux. Et c'est un puits qui est sculpté. Il y a toutes sortes de détails, des chapiteaux corinthiens, des angelots. C'est une pure merveille, comme il y en a peu en Alsace. Et cela permettait le ravitaillement en eau pour les habitants de notre cité. Et il y a encore de l'eau? Il y a encore de l'eau. Le puits a été curé, nettoyé, restauré il y a quelques années seulement. Vous l'aurez compris, à Birch, tout est prévu pour que les amoureux d'architecture passent un agréable moment. Alors n'hésitez pas à vous perdre dans les ruelles de cette jolie cité. Vous ne serez absolument pas déçus. À quelques encablures du centre-ville, se trouve un endroit exceptionnel qui fera le bonheur de tous les amateurs d'art. Au cœur de cette ancienne abbaye bénédictine, Christian a rendez-vous avec un artiste dont la renommée n'est plus à faire en Alsace. Bonjour Christian. Bonjour Charles, tu vas bien? Ça va, ça va. Alors c'est la première fois que tu viens dans... Alors je passe souvent devant chez toi, mais Ouais. alors ici, à l'intérieur, c'est la première fois, mais c'est magnifique. Merci. Jean-Charles est à la tête de la maison Spindler, une marqueterie d'art mondialement connue. Cela fait maintenant 3 générations que derrière ces murs, on se transmet un véritable savoir-faire artisanal. La marqueterie, un art décoratif qui consiste à assembler des pièces de bois découpées. Une technique de fabrication complexe que Jean-Charles va nous expliquer étape par étape. Alors on commence par quoi? Eh bien, on va voir déjà la matière première, qui est le bois de plaquage. Et c'est du bois tranché ou déroulé, Qui viennent d'où? un peu de partout, beaucoup de notre région, mais aussi de partout en Europe et un peu partout dans le monde aussi, si on trouve des choses intéressantes. Alors comment on obtient ces fines feuilles là? C'est très fin. Alors c'est du bois de plaquage. du bois. En fait, c'est comme si tu découpais une tranche de saucisson ou de jambon. D'accord. Très fragiles, ces milliers de fines feuilles de plaquage sont stockées ici, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Des bois précieux choisis en fonction de leur nuance et de leur couleur naturelle. Je vais te montrer, si tu veux, la variété de nos essences. Nous avons plus d'une centaine d'essences, mais en variété, c'est des milliers de colorations, de structures et d'effets de matière. Là, nous sommes dans un bois qu'on appelle le Lorelia. Ici, c'est le tulipier. On dirait que ça a été peint. On dirait On dirait que ça a été peint, Et c'est absolument. naturel. Et c'est sans naturel. Ici, c'est un arbre qui est tout à fait particulier. Évidemment, tu n'en vois Il est qu'un noir. petit bout. Il est tout noir. C'est en fait du chêne des marais. Il est daté au carbone 14, entre 2500 et 3000 ans d'âge. Et il est toujours exploitable. C'est ça qui est Ah oui, extraordinaire. mais Mais c'est un bois fossile. Le chêne des marais, c'est une essence botanique qui n'existe plus. Direction à présent le sacro-saint de la maison, l'atelier. Fermé au public, ce lieu n'a jamais cessé de fonctionner depuis 1835. Lorsque Jean-Charles reprend l'entreprise familiale, il s'entoure d'une équipe de marketeurs hautement qualifiés. À l'exemple de Stéphane, élu meilleur ouvrier de France cette année. Cela fait maintenant plusieurs jours qu'il travaille sur ce tableau, une pièce unique destinée à décorer l'intérieur d'un voilier. Alors tu fais quoi exactement là?
Moi, oui. je suis en train de faire des essais de couleurs pour donner l'effet voulu de la voile. Et donc tu fais, c'est une sorte de travail de recherche. Voilà, tout à fait. Ce qui peut être le plus réaliste et ce qui marche le mieux et le plus naturellement. Tu vois, ça c'est la forme de cette voile. Ok. Et on essaie de chercher le bon effet. Une fois les nuances et couleurs choisies, l'artiste peut passer à la découpe. Cette étape importante demande une grande précision. 1200 pièces de bois seront nécessaires pour réaliser ce tableau. Des morceaux qui vont être ensuite assemblés un par un sur le support. Voilà, tu vois Christian, Élise est en train de monter le tableau. D'accord. Et maintenant le puzzle, il faut le rassembler. J'aime bien le mot puzzle, c'est vraiment un puzzle. Hein. Oui, tout à fait. D'après toi Christian, par exemple, cette pièce, où elle va? Cette pièce-là? Oui. Ben, voilà. Donne-moi un indice. C'est une main. Ah, c'est une main. Ah oui, d'accord. Alors, attends, il y a un personnage, là, qui est en train de découper, de tirer là. Voilà, c'est le 325. Cette pièce que tu as trouvée, justement, tu vas pouvoir la positionner. Je te donne mon couteau, Avec ça, tu le piques. on pique. Oui, Je... Fort. Ah, bah, voilà, là. très bien. Superbe. Et tu la positionnes à sa place. Là. Voilà, très bien. Avec ta autre main, tu la retiens. Voilà. Miracle. Et les pièces, ensuite, sont assemblées unes contre les autres pour donner la grandeur du tableau. Ah, je suis fier de moi, là. Tu vois. J'ai bien bossé, là. Hein. Il n'y en a plus que 1199. Allez, dans 10 minutes, c'est fini. Christian a beau être optimiste, Stéphane a encore quelques milliers d'heures de travail devant lui. Une prouesse technique et artistique pour des résultats toujours aussi impressionnants. Voici l'étape finale, en fait. La marqueterie est là, a été poncée, a été cirée, donc les bois ressortent de manière totalement différente de ce que tu as vu tout à l'heure. Ça, c'était l'époque du grand-père. Alors ça a Et ça, été... c'est l'époque de Jean-Charles. Oui, mais ça a été... c'est-à-dire que j'ai gardé ce savoir-faire, on l'a conservé dans bien l'atelier sur 3 générations. Nous avons des fois des demandes sur ce type de tableau. Notamment les Chinois nous ont demandé des pièces comme celle-ci. Et puis, des fois, ce sont des Européens qui nous demandent des pièces comme celle-ci. Alors, j'ai entendu dire qu'une star connue du monde entier est propriétaire d'un tableau de Jean-Charles Schwindler. Oui, absolument. Il s'agit de Mick Jagger. Les Rolling Stones. Les Rolling Stones, absolument. C'est un cadeau qui lui a été fait par un des membres de la troupe. Des Rolling Stones. Voilà. Mondialement reconnue, la marqueterie Spindler est une véritable référence ici dans le Bas-Rhin. Jean-Charles y perpétue non seulement une tradition familiale, mais aussi un savoir-faire qui fait partie intégrante de la culture alsacienne. Alors n'hésitez plus, poussez la porte du hameau. Le musée et la salle d'exposition sont ouverts toute l'année. Dirigeons-nous maintenant un peu plus au sud-ouest. À quelques kilomètres de Burch, se trouve un joli petit village nommé Autrotte. C'est là que le père Patrick a donné rendez-vous à Christian. Ensemble, ils vont nous faire découvrir l'un des monuments les plus exceptionnels du Bas-Rhin. Bonjour Patrick. Bonjour Christian, ça va? Très bien, très bien. On est en plein cœur d'Autrotte. Un départ de sentier des pèlerins pour monter là-haut. Il faut combien de temps pour y aller? Oh, 1h20. 1h20. Allez, on y va. Allez. 1h20, c'est le temps nécessaire pour se rendre au très célèbre Mont Saint-Odile, un haut lieu sacré pour tous les Alsaciens. Bien qu'il soit accessible en voiture, nombreux sont ceux qui préfèrent s'y rendre à la force de leurs jambes. Aménagé au départ d'Autrotte, le sentier des pèlerins vous y mènera directement. Mais attention, le Mont Saint-Odile, ça se mérite. Et vous devrez grimper pas moins de 5 km avant d'y arriver. Bon, on y est. Ouh. Tout effort mérite récompense. Et là, en l'occurrence, celle-ci est de taille. Perché à 753 mètres d'altitude, le Mont Saint-Odile est une véritable institution en Alsace. Surmonté par l'abbaye de Orenbourg, ce couvent remarquable a été fondé au 8e siècle par Sainte Odile, la patronne des Alsaciens. Avec plus d'1 million de visiteurs chaque année, c'est le monument le plus célèbre du département. J'ai comme habitude de dire que tout Alsacien qui se respecte eh bien, est venu au moins une fois dans sa vie au Mont Saint-Odile.
Grand amoureux du site, le père Keller sait de quoi il parle. Il en est même devenu le recteur voilà 6 ans. Le mont Saint-Odile, il le connaît comme sa poche. Direction le point central du mont, un lieu emblématique pour les pèlerins, la chapelle Saint-Odile. C'est le sanctuaire le plus visité d'Alsace. La croyance veut qu'Odile soit née aveugle et ait recouvré la vue miraculeusement à 12 ans. Au début du 8e siècle, elle hérite de son père le château primitif qui se trouvait sur le mont et le transforme en monastère. Depuis sa mort en 720, chaque jour des milliers de pèlerins viennent se recueillir sur son tombeau. Le tombeau de Sainte-Odile. Oui, et qui est là depuis la mort d'Odile. Elle est morte ici? Mais elle est morte ici, et c'est ce lieu qui donne d'ailleurs toute la signification à l'ensemble du mont. Au lieu de la foi alsacienne, le mont Saint-Odile est bien sûr ouvert à tous. Que votre quête soit spirituelle ou non, ce qui met ici tout le monde d'accord, c'est le panorama grandiose que le mont offre sur les plaines d'Alsace et sa forêt noire. C'est un jardin entre les crêtes vosgiennes et les fleuves Rhin qui s'ouvre devant nous. Et alors, ce qui me séduit, quand je regarde vers le ciel ou vers les plaines, me dit ce paysage, Odile l'a vu. Ce paysage-là remplit les yeux d'Odile. C'est une cathédrale cosmique. Une cathédrale cosmique, je retiendrai. Effectivement, une destination à retenir, car une cathédrale cosmique, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue, mais uniquement ici, au pays du mont Saint-Odile. À coup sûr, l'un des plus beaux endroits du Bas-Rhin. Découvrir le pays du mont Saint-Odile, c'est aussi cheminer sur ces petites routes à la rencontre de paysages ravissants. Un décor que connaît bien Thomas, un authentique Alsacien spécialisé dans le tourisme. Au programme cet après-midi, déjeuner champêtre en plein cœur de la route des vins. Ça donne envie de chanter là. Hein. Ouais. La route des vins à bicyclette, la route des vins à bicyclette, à bicyclette. Réputée pour son cadre d'exception et ses itinéraires variés, la route des vins vous invite à la découverte du patrimoine viticole de la région. Un paysage magnifique où les vignes s'étendent à perte de vue. Et dis donc, pourquoi il y a tellement de vignes, une concentration de vignes sur cette partie de l'Alsace? Ah, déjà, on a un sol qui est vraiment fait pour ça, hein. C'est le sol argilo-calcaire. Et puis on est un peu en pente comme ça, donc c'est vraiment l'idéal pour l'ensoleillement et pour la maturation des raisins. Les vins d'Alsace, essentiellement blancs, sont reconnus pour leur qualité et leur goût authentique. Arpenter ces sentiers viticoles, c'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur les cépages qui s'épanouissent ici. C'est vraiment intéressant à faire et puis on profite évidemment du paysage, hein. Voilà, qui est magnifique. Un paysage particulièrement joli quand il fait beau. Hein. Évidemment, comme il fait toujours beau, on en profite tout le temps. Les paysages ont beau être grandioses, le vélo, ça creuse. Encore quelques petits kilomètres à tenir, direction le Mont National sur les hauteurs de la ville d'Obernai. Je le connais lui, c'est Hugues. Ouais. Salut. On arrive. On a faim? Ah, et on a soif. Vigneron, Hugues est également restaurateur. C'est au beau milieu des vignes qu'il a choisi de dresser sa table. Une tradition conviviale qui se fait habituellement au moment des vendanges. Installez-vous là. Mais là? Oui, mettez-vous là. Sympa. Un cadre idyllique pour déguster l'un des plats les plus populaires en Alsace. Alors Hugues, qu'est-ce que tu nous as préparé? Parce qu'on a un petit peu faim quand même. Hein. Viens voir, je vais te montrer. Je vous ai préparé un plat typique alsacien, un plat familial, convivial. Ce plat familial, c'est le Bake-Off. Par son nom aux sonorités typiques, il représente parfaitement la gastronomie alsacienne traditionnelle. Le terme de ce plat, c'est Bake-Off. Oui. Donc c'est le lien avec le Donc boulanger. la traduction, tout à fait, la traduction en français, c'est le four à boulanger.
Alors cette croûte, elle a aussi une fonction, une petite anecdote un peu... Oui, il y a une petite histoire qui se raconte, alors elle reste à vérifier, mais c'est vrai que les gens mettaient la croûte puisqu'ils apportaient cette terrine à leur boulanger, une fois que le four était éteint, et le boulanger mettait les terrines dans le four, donc toutes les familles passaient et ramenaient leurs terrines. Et le fait qu'elle soit scellée, si jamais le boulanger avait une mauvaise pensée, donc il ne pouvait pas l'ouvrir. Une astuce aussi simple qu'efficace. La terrine d'Hugues, quant à elle, est intacte, mais plus pour très longtemps. Et voilà le bake-off. Oh, qu'il est beau. Ça sent bon, hein. Ça sent bon. La spécificité du bake-off, c'est qu'il mêle aux légumes du porc, de l'agneau et du bœuf longuement mijotés. Une expérience riche en saveurs à partager. Allez, à table. C'est tendre, hein. Oh, c'est pommes de terre. Goûteux, tendre, très bon. Là, je crois que là, on est au paradis, là. Hein. C'est dans ce décor de carte postale que nous prenons congé de Christian et du pays du Mont-Saint-Odile. Un territoire d'une étonnante richesse, en harmonie avec les montagnes vosgiennes et le vignoble alsacien. Dirigeons-nous maintenant un peu plus au sud, à moins de 50 km de Strasbourg, en plein cœur de l'Alsace. Nous allons vous faire découvrir la région de Sélestat, au Königsbourg, une destination d'exception au beau milieu des plaines alsaciennes. Nichée entre le massif vosgien et le Rhin, voici Sélestat, une ville incontournable dans le Bas-Rhin. Labellisée ville d'art et d'histoire, son patrimoine bâti exceptionnel fera le bonheur de tous les amoureux de vieilles pierres et de légendes. Cela fait 6 ans que Cyril, breton d'origine, vit à Sélestat. C'est lui qui va nous faire découvrir une partie de sa région d'adoption. Je suis pas originaire du Bas-Rhin, par contre je trouve que c'est un territoire très très riche, notamment moi qui aime bien tout ce qui est patrimoine architectural. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir dans ce département. Pour commencer notre balade dans Sélestat, Cyril a fait appel à Rosalie, une guide touristique aguerrie. Direction la Tour des Sorcières, un monument classé mais pourtant méconnu. Cyril, toi qui habites Sélestat, tu connais cette tour, hein? Oui, alors c'est la Tour des Sorcières, mais alors c'est vrai que je passe souvent dessous, mais je connais pas forcément l'histoire. Si tu veux, c'est vraiment un des plus anciens vestiges de la ville de Sélestat. On a là une tour qui est encore médiévale, qui date grosso modo du début du XIIIe siècle, c'est-à-dire à un moment où Sélestat s'émancipe un petit peu du pouvoir et devient quasiment indépendante. Si au Moyen-Âge, cette tour fait la fierté des habitants de la cité, elle va, quelques siècles plus tard, devenir synonyme de terreur. Une époque bien sombre dans l'histoire de Sélestat. Et alors Tour des Sorcières, ça a une signification particulière? Comme un petit peu partout en Europe, hein, notamment à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, il y a eu une grande période de chasse aux sorcières et Sélestat n'a pas échappé à la règle, hein. Il y avait près de 80 femmes condamnées et enfermées dans cette sous-tour qui servait de prison, en fin de compte, avant le jugement ou avant l'exécution. Alors comment on reconnaît une sorcière? On avait à Sélestat un moine dominicain, figure-toi, au XVe siècle, qui avait écrit un livre qui s'appelait Malleus Maleficarum, c'est-à-dire le marteau des sorcières. C'était un petit guide à l'usage des juges, des inquisiteurs, pour donner des pistes pour la meilleure manière de reconnaître une sorcière. C'était un des premiers best-sellers quand même de l'édition, hein. C'est vraiment très, très, très étrange. Je te conseille la lecture. Petite ville à taille humaine, Sélestat est un lieu où il fait bon vivre. Entre ses maisons à colombages et ses ruelles pittoresques, c'est la 3e ville la plus prospère en Alsace. S'il y a bien un édifice dont les Sélestadiens sont fiers, c'est sans aucun doute l'imposante église Saint-Georges. Rosalie a réservé une petite surprise à Cyril. Celle-ci se trouve tout en haut de ce clocher, à plus de 60 mètres du sol. Une ascension quelque peu sportive. Allez, courage Cyril. Mais avec pour récompense une des plus belles vues panoramiques de Sélestat. Voilà Cyril, regarde. Tous ces efforts sont récompensés là, enfin. Impressionnant, hein? Ouais, regarde. Hein. T'as vraiment tout Sélestat.
Et tu vois, ce qui est chouette ici, c'est que tu as vraiment une vue sur tous les toits, là, les toits vraiment typiques de la région, tu vois, très pentus. Avec une forme de tuile bien spécifique, je crois que c'est les queues de castor. Hein. Ouais, c'est ça, les queues de castor. Alors on dit Biberschwanz, à vrai dire, hein, mais effectivement, si tu traduis littéralement, Biberschwanz, ça veut dire queue de castor. Ça a cette forme, effectivement, toute plate en fin de compte. Et tu vois, quand on regarde, on les trouve vraiment partout sur les toits des alentours. L'ascension qu'on vient de faire, je crois qu'on peut la faire, mais à certaines conditions, hein, c'est ça? Oui, alors là, effectivement, pour avoir cette magnifique vue sur Sélestat, il faut un petit peu se renseigner auprès de l'office de tourisme parce qu'il y a des ascensions qui sont programmées tout au long de l'année, il faut réserver en avance. Mais c'est possible, hein, effectivement, et puis ça vaut quand même le coup, hein, tu vois. En tout cas, moi qui ne l'avais jamais fait, je confirme, ça vaut vraiment le coup. Vous l'aurez compris, c'est tout en haut du clocher de l'église Saint-Georges que se trouve le meilleur observatoire de Sélestat et de ses environs. Alors n'hésitez plus, l'effort en vaut vraiment la peine et vous ne serez pas déçus. Quittons à présent l'effervescence de la ville et allons prendre un grand bol de nature dans le Grand Ride, plus précisément au cœur de l'île de Rhinau. Située entre le Rhin et le Grand Canal d'Alsace, nous allons vous faire découvrir une réserve naturelle exceptionnelle qui s'étend sur plus de 250 hectares. Une île artificielle que Cyril tenait absolument à nous montrer. Bonjour Cyril. Christian, biologiste à la retraite, connaît chaque parcelle de ce bayou alsacien. Grâce à lui, vous allez partir à la rencontre d'un biotope à la beauté singulière. Bonjour Christian. Tu vas bien? T'as trouvé? Ouais, c'est un peu la jungle Pas ici. facile, hein? Un peu, le mot est faible. Hein. Avec ses 500 espèces de plantes, l'île de Rhinau vous invite à explorer les multiples richesses naturelles dont regorge sa forêt alluviale. Et alors les arbres que l'on voit là, ce sont des peupliers ou... Oui, c'est des peupliers. Alors ce qu'il y a de surprenant, c'est que ce sont des peupliers blancs. Normalement, son biotope, ce sont les Alpes. Et ils ont été apportés là par le Rhin. L'île est soumise aux inondations saisonnières du fleuve. Dans les secteurs où les crues sont les plus importantes, prolifère une variété d'arbres réputés pour leurs vertus thérapeutiques. Tu vois, là, on est passé dans les arbres qui sont très communs ici. Ce sont les saules blancs. À la Renaissance, à la fin du Moyen-Âge, il y avait une théorie qui s'appelait la théorie des signatures, qui disait que certains végétaux sécrètent des produits qui permettent de lutter contre les fièvres. Et il se trouve que pour le saule, c'est justifié, puisque l'aspirine, l'acide salicylique, est extrait du saule. On peut même faire des tisanes avec les racines qui sont les plus riches en acide salicylique. Alors évidemment, c'est un produit extrêmement amer, mais qui soignait les fièvres. Bien qu'il soit protégé, cet environnement reste fragile. Cette réserve a donc pour objectif celui de la conservation, mais aussi celui de vous apporter une meilleure connaissance de ce patrimoine naturel. Là, on a le nénuphar, avec le fruit déjà, qui ressemble un peu à un fruit de lotus, une grosse figue. Alors c'est une fleur assez primitive, avec un pistil central et beaucoup d'étamines. Donc c'est vraiment sympa quand on regarde ça de près. Sur l'île de Rhinau, la nature s'offre à vous dans un calme enchanteur. Chaque année, plus de 1000 personnes se laissent glisser au fil de l'eau sur ces barques authentiques. Et ces barques-là, ce sont des barques traditionnelles Ça, c'est la barque traditionnelle alsacienne, avec le fond en mélèze, qui est un bois qui résiste mieux à l'eau, et avec les côtés en sapin. Elle fait 8 mètres de long. Autrefois utilisée pour le transport du bois, du foin et du bétail, vous allez voir que ces barques à fond plat sont beaucoup plus difficiles à manier qu'il n'y paraît. Ça te dit d'essayer de ramer? Ah bah, ça se tente. En tant que breton. Ça se tente. Je vais essayer d'avoir le pied marin. Allez. C'est un peu comme un paddle, quoi. Exactement comme un paddle. On regarde bien où on veut aller. Et quand ça commence à trop tourner, on change de côté. On change de côté. Bon, bah là, je vous emmène dans les roseaux, là. Ça fait longtemps que tu viens dans ce coin-là, et qu'est-ce qui te plaît à venir ici? Ça, c'est mon paysage natal, c'est mon paysage vécu, comme on dit. Hein. Tout petit, je venais pêcher ici avec mon père. C'est ma Madeleine de Proust. En plus, c'est un écrin de verdure. Peu de gens le connaissent et on s'attache à le faire connaître parce que c'est dommage d'être les seuls à connaître ça. Et puis, c'est unique et les gens viennent de très loin pour voir ça, ce qui est quand même un signe. Loin du tumulte des villes,
cette promenade en barque enchantera tous les amoureux de nature. Du printemps jusqu'à la fin de l'été, laissez-vous guider au cœur de ce site remarquable et unique en Alsace. Quittons Christian et la jungle rhénane pour nous rendre à un peu moins de 10 km de là. C'est à Rhino, près de la rivière du Brunnwasser, que nous attend Alexis, un chef étoilé très réputé en Alsace. Sa particularité, mettre à l'honneur le végétal dans ses plats raffinés. Ce n'est donc pas par hasard s'il a choisi son potager comme lieu de rendez-vous. Bonjour Alexis. Bonjour Cyril. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, en pleine cueillette là? Ouais, tu vois, on ramasse un petit peu des mérocales. Mais c'est pour faire un bouquet? Pour Eh ben non, c'est pour manger. Tu sais, les mérocales, c'est vraiment la fleur que moi j'apprécie le plus. Tu veux goûter? Ouais, on va Vas-y, tester, vas-y, ouais. tu peux y aller. Ça a un croquant qui est vraiment très agréable. Tu vois, une rose, tu la manges pas comme ça. Ouais. Non, Ça a c'est quand bon. même de l'astringence. C'est un peu sucré derrière. Ouais, c'est un peu doucereux et Ouais. ça se... Moi, je dis goût, toujours que ça a un c'est goût ça, de figue un peu. Ouais. De figue fraîche. Ouais. Passionné de nature, Alexis utilise pour ses recettes des fleurs comestibles, des herbes et des plantes sauvages. Une cuisine inventive qui se renouvelle au gré des saisons. Au menu cet après-midi, fine rouelle d'anguilles agrémentée d'herbes et de fleurs fraîches. C'est à quelques mètres de là, dans les cuisines du restaurant, que leur préparation peut commencer. Et voilà les dernières herbes. Ah bah voilà, je t'attendais. Ouais. Parfait, super. Et alors moi je me demandais comment tu as eu l'idée de cette recette? Alors c'est tout simple, ma grand-mère faisait déjà de l'anguille. Et donc, elle le faisait plus simplement que ça, mais mon père me raconte qu'il se régalait avec ça. Et donc, j'ai eu l'idée de faire quelque chose dans le même esprit. Donc c'est un peu un hommage à ma grand-mère, exactement. D'accord. À ma grand-mère et à la gastronomie alsacienne traditionnelle, hein, parce que c'est des choses qui se faisaient dans le Ride. Le restaurant d'Alexis, c'est avant tout une histoire de famille autour d'un précieux terroir. Des souvenirs de plats d'enfance qu'il renouvelle avec créativité dans son assiette. Bah, tu peux essayer, je te laisse faire la deuxième. Ouais, allez, je vais essayer. Donc, comme ça. Oui. Donc après, je roule tranquillement. Voilà, exactement, bien serré. Une fois roulées en papillotes, les anguilles sont prêtes pour la cuisson. Quelques minutes dans l'eau bouillante et le tour est joué. Petite astuce du chef Alexis, il refroidit ses rouleaux dans le congélateur, ce qui facilite ensuite leur découpe. On va mettre notre quinoa. Pourquoi du quinoa? Parce que c'est pas... Voilà, c'est vrai que le en quinoa, c'est la Alsace, céréale inca par excellence. C'est tout simplement parce que c'est une céréale que j'aime bien. Il y a un petit granuleux, là, un petit roulé sous le palais qui craque un petit peu. C'est vraiment très agréable. Si sa grand-mère accompagnait ses anguilles de pommes de terre, Alexis, lui, assume son choix nettement plus exotique et coloré. Alors, est-ce que je peux te donner un coup de main Mais oui, bien sûr que tu peux m'aider. Tu vas commencer par mettre les fleurs. Hein. Ouais. Alors, tu vas me mettre un petit peu de phlox pour commencer. Ouais, j'en mets Tu mets une ou deux une, ça suffit parce que D'accord. elles sont quand même... Je la mets sur le dessus. Voilà, comme sur le ça. dessus, au milieu, ça sera joli. Les clients, ils viennent pour ça justement parce qu'ils savent que tu utilises ces herbes-là. On a fait notre, de ces herbes notre savoir-faire et c'est vrai que les gens savent en Alsace qu'on les travaille. Ouais. Et quand les serveurs arrivent en salle, présentent l'assiette, ils présentent chaque plante et ils disent bien sûr que ça vient du jardin, du potager, mais bien sûr qu'on communique là-dessus. C'est même essentiel. C'est pas la cuisine alsacienne qu'on voit tous les jours. Bien sûr. Bucolique, original, les assiettes créées par Alexis éveillent les papilles. Mais avant de passer à table, une petite mise en bouche s'impose. On avait dit tout à l'heure qu'on goûterait les mérocales farcies avec de la purée de pois chiches. Ah oui. Ça te dit? Allez, je te donc fais on met goûter ça. le houmous dans la fleur. Dans la fleur, comme ça, et tu la manges Voilà. entière. Donc en fait, c'est un petit apéritif. Oui, c'est quelque chose qu'on sert en amuse-bouche en ce moment à tout le monde. On va essayer d'en trouver une entière, voilà. Hop. Hop. Ah oui, c'est vraiment très bon. Tu vois, ça apporte ce croquant et cette fraîcheur qui est vraiment superbe. Allez, place maintenant à la dégustation tant attendue de ce roulé d'anguilles aux notes printanières. Chaque bouchée a un goût différent, une texture différente.
à chaque fois une surprise. Ouais, c'est vraiment original. Ça change de la choucroute traditionnelle, et c'est ça le métier de cuisinier aussi. C'est de faire découvrir les saveurs traditionnelles, mais sous d'autres formes. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te donner un coup de main puis de découvrir un petit peu ton univers culinaire. Merci, moi aussi ça m'a fait plaisir et vraiment tu t'es démerdé comme un chef. Merci. Une cuisine authentique, directement inspirée des spécialités traditionnelles de la région. Des recettes finement élaborées qui feront autant le bonheur des gourmands que celui des fins gourmets. Poursuivons notre balade au cœur de la plaine rhénane pour nous diriger 20 km plus à l'est. Sur les hauteurs du village de Diefenthal se déroule chaque année une étonnante manifestation. C'est ici, au Rocher des Celtes, qu'une fois par an, Charles, Alsacien pure souche, perpétue une tradition locale jusqu'alors oubliée. Un site empreint de mystère et de légendes. Bonjour Charles. Bonjour Cyril. Tu vas bien? Ça va, très bien, très bien. On a vraiment une super vue ici. C'est effectivement un lieu assez exceptionnel, le fameux Rocher des Celtes, un endroit tellurique, où plein de gens viennent ici pour se refaire une santé. Surplombant tout le vignoble de Diefenthal, le Rocher des Celtes est un lieu très apprécié des touristes et des villageois. On raconte qu'il était sacré aux yeux des Celtes, un peuple qui vivait ici il y a plus de 1000 ans. Et cet endroit est aujourd'hui utilisé pour une manifestation qui vient de l'époque ancestrale, qui est le lancer de disques enflammés, le fameux Skiverslag. Typiquement alsacienne, cette tradition puiserait ses origines dans d'anciennes croyances celtiques. Propulser des disques enflammés dans les airs permettrait de chasser les mauvais esprits de l'hiver. Le trou ici sert à quoi? Le principe du trou, c'est pour le mettre sur notre baguette de noisettier ou châtaignier, qui, à ce moment-là, nous sert pour le mettre au feu, pour en faire une braise, et également de lanceur pour donner l'élan pour tout à l'heure le poignet pour le faire partir. Ouais. Donc cette partie-là, c'est le propulseur en fait. C'est le propulseur, voilà, c'est ça. Symbolisant le soleil, ces petits disques de bois ne doivent pas dépasser les 10 cm de diamètre. Ils sont fabriqués à partir de bois de fût de chêne, à la fois solide et léger. Cette technique, ça se transmet de génération en génération? Normalement, on essaie de le transmettre aux enfants, petits-enfants, que ça reste quand même dans la tradition de Diefenthal, que ça ne se perd pas. Et toujours à la hache? Non, plus à la hache. Oui, Cyril, je dois t'avouer qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a changé un peu de méthode. On fabrique nos disques un peu avec à l'aide de machines, de tour à bois, bien sûr, qui est beaucoup plus rapide. Mais n'empêche que pour maintenir le folklore, on fait quand même des démonstrations de fabrication à la hache lors de cette fête. C'est pour ça qu'ils sont plus réguliers, en fait. Ils sont beaucoup plus réguliers, voilà, c'est cela. Plus qu'un folklore, tailler au moins une fois son disque à la hache est un passage incontournable. Une sorte de rite initiatique auquel Cyril ne va pas échapper. Donc le doigt comme ça. Voilà, comme et ça. avec l'arrondi, lâche, vous suivez. D'accord. Il faudra encore un peu d'entraînement. Débutant, c'est pas mal, je trouve. Voilà, on n'est pas bien là? Si, il est bon, il est prêt à lancer celui-là. Bon, super. C'est formidable. Super. Cyril, tu es prêt à rentrer dans notre confrérie? Je te donne donc je vais pouvoir lancer alors. Voilà, tu vas pouvoir lancer, tu essayes. Cyril va devoir plonger son disque dans les braises d'un feu. Donc là, je le pose sur les braises. Tu poses carrément sur les braises, voilà. Dès que ses bords commencent à brûler, c'est signe que le disque est prêt à être lancé. Il faut juste frôler la roche. Frôler la roche et puis il va partir. Mais t'en fais pas, c'est un essai, c'est un premier disque, il faut s'essayer. Comme ça. Vas-y, je vais peut-être m'enlever. Allez, Cyril! La formation de Cyril est terminée. Mais avant de passer aux choses sérieuses, il va falloir patienter. Ce n'est qu'une fois la nuit tombée que les festivités peuvent commencer. S'il est coutume de faire un vœu lors du passage d'une étoile filante, à Diefenthal, il en est de même pour les disques enflammés. Donc Cyril, en lançant le disque tout à l'heure, tu n'oublieras pas de le dédier à une personne qui est très 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 chère. Je pense à ta bien-aimée, bien évidemment. C'est folklore. Pour que son vœu se réalise, Cyril doit réussir au moins un lancer. C'est génial. Une fois par an, les habitants de Diefenthal célèbrent la fin de l'hiver autour de cette amusante tradition. Un spectacle visuel et convivial que nous vous recommandons vivement.
Le Bas-Rhin possède décidément bien des richesses. Pour cette dernière étape, nous vous proposons de faire une halte à la lisière du parc naturel des Vosges, tout près de la frontière allemande. Nichée dans son écrin de verdure, cette ville a été fondée au XIIIe siècle par des moines bénédictins. Bienvenue à Wissembourg. Petite ville au charme indéniable, Wissembourg vous séduira par ses quartiers typiques, ses belles maisons à colombages et ses monuments historiques. C'est ici que nous retrouvons Delphine. Cette jeune Alsacienne dynamique sera votre guide jusqu'à la fin de ce voyage. J'ai envie de vous parler aujourd'hui des Vosges du Nord. C'est l'endroit où je suis née, où j'ai grandi. J'adore la culture, j'adore les maisons colorées. J'aime bien le fait qu'on puisse passer d'un centre-ville typique à la forêt. J'aime bien les gens, ils sont super chaleureux, super festifs et ça me plaît. À Wissembourg, il existe un monument que Delphine affectionne tout particulièrement, l'abbatiale Saint-Pierre et Paul. Fondé au 7e siècle, c'est le deuxième plus grand édifice gothique d'Alsace, après la cathédrale de Strasbourg. Si Delphine a choisi de nous y emmener, c'est parce que cette abbatiale abrite depuis plus de 300 ans l'un des plus beaux trésors d'Alsace. Un orgue spectaculaire classé aux monuments historiques. Quentin ? Oui. Salut Delphine. Viens découvrir cette grande bête. Alors, tu fais le tour par la droite et tu montes le petit escalier qui est en bas sous la tribune. J'arrive. Quentin est facteur d'orgues, c'est-à-dire qu'il les fabrique, les entretient et les répare. Aujourd'hui, il bichonne cet instrument auquel il voue une véritable passion. Salut Quentin. Salut Delphine. Dis donc, c'est physique pour venir te voir là. Ces beaux escaliers, tu disais. Ouais. T'es jamais venu ici alors? Ah non, jamais, c'est la première fois. C'est extraordinaire. Hein, Ah oui, franchement, c'est impressionnant. Hein. Alors dis-moi, ça fait combien de temps qu'il est là, cet orgue? Eh bien, écoute, il a été, dans l'état actuel, construit en 1766, mais il a été construit en fait sur une période de 18 ans, où il y a eu d'abord un premier facteur qui était un Allemand, et puis ensuite, ils ont fait appel à un autre facteur d'orgue pour le terminer, qui s'avérait être complètement fou. Et c'est lui qui a fait ces claviers incroyables qui sont tout marquetés, tu vois, d'ivoire, avec des petites fleurs sur chaque dos. Et tu vois, c'est des marqueteries d'ivoire et d'ébène. Ça, c'est quelque chose de tout à fait unique. On l'a vu nulle part ailleurs. C'est quelque chose de remarquable. En plus, c'est doré à la feuille. Donc, tu vois que les touches extérieures, elles ne sont pas usées. Alors qu'au milieu, où on joue beaucoup plus, c'est usé. C'est vrai. Et ça, c'est les pouces qui usent devant, parce qu'on joue le pouce devant. Oui. Ça veut dire que ça a été joué des heures et des heures, qui ont fait que l'ébène, qui est pourtant un bois très dur, a été creusé. D'accord. Cet orgue est un chef-d'œuvre d'architecture et d'ébénisterie. Grâce à ses innombrables tuyaux, vous allez voir que cet instrument à vent possède une richesse sonore exceptionnelle. Dis-moi, on compte combien de tuyaux sur cet orgue? Alors j'avoue que je ne connais pas par cœur le chiffre, mais presque 3000, parce que c'est un instrument quand même très important. 3000? Presque 3000 tuyaux. Alors, on ne les voit pas tous, là. Non, alors ici, ce qui sont en façade, c'est une toute petite partie qu'on appelle les jeux de montres. Tu vois, c'est écrit la montre, parce qu'ils sont montrés. D'accord. Et il y a le plus grand tuyau de l'orgue que je peux te faire marcher. On va l'entendre, c'est le Fa, là. Ça, c'est un tuyau qui a un diamètre de plus de 20 cm, qui est énorme. Et puis, ça va de ce plus gros tuyau, mais il y en a même des plus grands en bois, à des petits tuyaux qui sont grands comme ça. Et là, je vais te faire écouter un tout petit tuyau. L'autre, c'était presque des infrasons, et puis le petit que je viens de te faire entendre, c'est presque des ultrasons. D'accord. Alors, tu peux essayer, tu vois. Ah bah oui, avec plaisir. Par exemple, je te propose, je te mets la montre, et puis après, tu verras, vas-y, joue. Oui. C'est au clavier du grand orgue, on appelle ça. Puis maintenant, rajoute-toi le nasard ou le bourdon. Nasard, allez. Nasard, tu vas voir que c'est une autre sonorité. Ah oui. Ah, c'est pas pareil, hein? Non, et puis tu peux te rajouter la montre de 16 tout en haut, et là, tu vas voir que boum, ça va devenir beaucoup plus grave. Et je range celui-là? Tu peux le laisser, peu importe. Hein, tu vois, tout de suite, on entend. Là, tu vois, tu viens de toucher des claviers que Mozart a pu toucher quand il est venu en Alsace, parce qu'ils existaient déjà. Ça fait... Eh ben, quel honneur.
On raconte que Mozart nourrissait une véritable passion pour l'orgue, qu'il appelait d'ailleurs « roi des instruments ». Direction à présent les coulisses, car derrière cette imposante façade se cache une quantité d'autres tuyaux, un lieu normalement interdit au public, que Quentin va exceptionnellement nous montrer. Là, tu es une privilégiée parce que normalement, c'est strictement réservé aux facteurs d'orgue. Il ne faut pas avoir le vertige ici. Non, il ne faut pas avoir le vertige. Voilà, donc là, on arrive dans l'orgue. En bas, ici, tu as les claviers. Oui. Et puis ça, c'est les tuyaux qui se jouent avec les pieds. D'accord. On dit la pédale. Donc c'est plutôt des grands tuyaux, des graves. Puis tu vois, je vais t'ouvrir le grand orgue. C'est le deuxième clavier. Ça s'appelle des portes-guillotines. Tu vois, il y a des coins du 18e qui permettent de le bloquer. Donc je le mets dans le trou, là. Il ne faut pas le perdre, alors. Il ne faut pas le perdre, et puis il ne faut pas lâcher d'un coup, parce que sinon ça casse tout. Il ne faudrait pas que le coin lâche quand on a la tête dedans. Et voilà, et là j'ai accès à toute la tuyauterie du grand orgue. Et tu vois, là, il y a des milliers de tuyaux, là. Et tu vois, ici, c'est un tuyau d'anche. Je tapote sur la petite rasette, là, qui dépasse, et ça fait varier la longueur vibrante. Plus c'est long, plus c'est grave, plus c'est petit, plus c'est aigu, comme les tuyaux. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai repéré une note. Le do du milieu qui est faux. Est-ce que tu accepterais de me le tenir pour que je puisse accorder cette note? Donc c'est celui qui est au milieu. Hein. Oui. Ok, tu peux appuyer sur le do du milieu. Encore un petit peu. Le travail d'accordage est terminé, il ne reste plus qu'à écouter ce que ça donne. Et donc là, on a accordé donc les anches et il faut tirer tout ce qui s'appelle trompette, bombarde, clairon. Donc là-bas, tu peux tirer. Ça, c'est une couleur tout à fait emblématique de l'orgue français, et surtout de cet orgue, parce qu'en fait, c'est le seul grand orgue en Alsace qui est d'esthétique française. Et on trouve encore beaucoup d'orgues dans toutes les églises en Alsace? Ah oui, on en trouve énormément. L'Alsace a une histoire très particulière avec l'orgue. Il y a des orgues dans toutes les églises, ou presque, et celui-ci est évidemment un des chefs-d'œuvre du patrimoine alsacien. Donc je vous recommande de venir écouter ici la messe et les concerts. Parmi les 1200 orgues recensés en Alsace, celui de l'abbatiale Saint-Pierre-et-Paul est certainement l'un des plus beaux et des plus imposants. Pour la plus grande fierté des Wissembourgeois, cela va de soi. Notre voyage touche à sa fin. Pour cette ultime étape, nous avons choisi de vous emmener à 100 km de Wissembourg, en plein cœur du parc naturel des Vosges du Nord. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le Bas-Rhin est le département qui compte le plus de châteaux forts médiévaux, pour la plupart à l'état de ruine. Parmi eux, subsiste le château du Schöneck. Perdu au beau milieu de la forêt, perché à 380 mètres d'altitude, c'est l'un des plus beaux vestiges des Vosges du Nord. Jacques est maître tailleur de pierre. Depuis 16 ans, il est à la tête d'une association de bénévoles qui travaille activement à la restauration du château. Eh ben, je t'emmène au premier endroit qui est assez caractéristique du château et de nos travaux. Ouais. Puisque quand on est arrivé, tout ça était complètement sous terre. Il a fallu plusieurs années, 4 ou 5 ans, pour déjà un peu retrouver, dégager la base des murs, pour ensuite entreprendre les travaux de consolidation. Comment ça se fait alors que tout ce château, toutes ces pierres étaient ensevelies? Eh bien, en fait, il a été habité pendant plus de 500 ou 600 ans. Et il a été détruit en 1680 par les troupes de Louis XIV. Et depuis ce jour-là, rien n'a été bougé jusqu'à ce qu'on arrive en 99, quoi, vers les années 2000. Après le dynamitage opéré par les soldats du roi, les pierres éparpillées sont en grande partie restées sur le site, sans être réutilisées par les populations avoisinantes. Ça représente un sacré travail, j'imagine. Ouais, c'est un travail de fou, hein, c'est des gros passionnés. Alors Chaque week-end, été comme hiver, les membres de l'association tentent de reconstituer le puzzle géant de cette ancienne forteresse troglodyte. Pour t'expliquer un peu la manière dont on travaille, toutes ces pierres qui sont là proviennent des différents bâtiments qui étaient là. Et ça nous permet de bien comprendre la structure des bâtiments et de réemployer les pierres à leur juste place. Si jamais les pierres n'ont pas la bonne taille, comment on fait? On peut les tourner, les retourner? Ouais, alors théoriquement, elles sont plutôt bien ajustées. C'est vrai que parfois, il faut compléter un endroit. Donc là, effectivement, on taille un peu l'un ou l'autre bloc pour ajuster bien précisément, quoi. D'accord.
Hé Jacques, j'ai une pierre à tailler. Ah, vas-y, envoie. On va faire travailler Delphine un peu. Il y a une place là. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? Il faudrait raccourcir, oui. Enlever le coin là pour qu'elle soit bien posée en quinconce sur les deux pierres qui sont en dessous. Ah, ok. Alors, je t'explique. Oui. Simple. On va essayer de faire sauter le morceau qui est en trop, quoi. Voilà, donc comme ça, tu peux voir un peu la dureté de ce grès. Ça résiste quand même. Ouais. Voilà. Bien. Ah ouais. En complément de ces travaux de consolidation, les bénévoles entreprennent régulièrement sur le site des fouilles archéologiques. Encadrées par des professionnels, elles leur permettent une meilleure compréhension du lieu. Comme le château a été détruit, ils n'ont pas déménagé, on va dire, le gros des objets avant de tout faire sauter. Ouais. Et on retrouve pas mal de belles choses, quoi. D'accord. Donc par exemple, ça c'est de la vaisselle très courante, une jatte pour transporter de l'eau, du lait. Ouais. Voilà, tu peux sous-peser, tu vois, c'est de la poterie très finement tournée, quoi. Ouais, De nos ouais. jours, on fait difficilement du travail aussi fin. Donc voilà, ça c'est après restitution, recollage de tous les fragments de tessons, quoi. Ouais, c'est super. Voilà. Premier petit objet. Et tu as d'autres choses? Ouais, tu vois, alors pour l'anecdote, un petit objet vraiment très original. Ce petit moule à Lemele, quoi, à l'agneau pascal. Oui. Et celui-ci, on l'a trouvé il y a déjà pas mal d'années. D'accord. Et c'est donc le plus ancien moule qu'on ait trouvé en Alsace jusqu'à présent. Alors c'est marrant parce que moi je me souviens quand j'étais petite, je faisais exactement les mêmes biscuits avec ma grand-mère pour Pâques. Ouais, Et après on les disposait sur la table pour embellir la table Ouais, tout à fait. du repas de Pâques. C'est une tradition encore très vivante aujourd'hui, quoi, l'agneau de Pâques. Et en fait, c'est une tradition qui remonte visiblement à bien loin en arrière, quoi, puisque ce moule-là, il a 500 ans. Bien loin d'être terminées, ces fouilles archéologiques dévoilent petit à petit le quotidien des hommes qui vivaient là au XVIIe siècle. Si vous aussi vous aimez fouiller, construire, maçonner ou même cuisiner, les bénévoles seront ravis de vous accueillir au sein de leur équipe. Vous pourrez peut-être vous aussi apporter votre pierre à l'édifice et participer à la valorisation du patrimoine castral du Bas-Rhin. Notre voyage est maintenant terminé. Vous savez désormais que le Bas-Rhin est un département qui a bien des richesses à partager. Un véritable panel de trésors historiques, architecturaux, culinaires et sauvages. Autant de lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie.